Bonjour à toutes et à tous. La vidéo que nous allons découvrir aujourd'hui nous plonge au cœur d'un meeting de la France Insoumise à Rouen ce mercredi 11 juin 2025. Nous allons résumer sans jugement ce meeting qui a duré 2 heures, un rassemblement pour la 6ème République et pour la paix. La séquence s'ouvre d'abord à l'extérieur de la salle. On y voit Jean-Luc Mélenchon, accompagné de ses camarades, s'adresser à la foule qui attend avant d'entrer. Il prend un moment pour faire un petit coucou et remercier chaleureusement toutes les personnes présentes. Il dit savoir que leur présence est un acte politique conscient, une démonstration de force sur les thèmes qui vont être abordés. Il reconnaît que pour beaucoup, il ne leur apprendra pas grand-chose, mais que l'essentiel est le bonheur d'être ensemble et d'entendre des paroles libres. Jean-Luc Mélenchon parle de ce qui les unit, de ce qui les rassemble et leur permet d'être une puissance en mouvement. Il évoque ensuite le combat engagé dans un bras de fer contre ce qu'il nomme une puissance violente, agressive, cruelle, sadique qui assassine méthodiquement des gens depuis des mois. Il affirme que l'objectif de la soirée est d'apporter une claire compréhension des événements, afin que chacun puisse choisir sa place et sa tâche dans le combat général, car selon lui, il n'y a pas d'action inutile. La vidéo nous emmène ensuite à l'intérieur de la salle, pleine à craquer. Un militant prend la parole pour lancer la soirée. Il s'agit de Maxime Da Silva. Il souhaite la bienvenue à tous pour ce meeting et salue chaleureusement la présence de Jean-Luc Mélenchon, un camarade qui a donné son nom à toute une génération militante, ainsi que celle de la députée de Seine-Maritime, Alma Dufour. Il annonce que la salle est comble, avec plus de 1500 personnes, ce qui constitue une véritable démonstration de force. Il en profite pour saluer son binôme pour les élections municipales à Rouen, Elsa Moutet, et remercie tous les volontaires, en particulier le service d'ordre. Il dédie ensuite solennellement la soirée au peuple palestinien, soulignant que agir pour la fin du blocus humanitaire en Palestine est un devoir d'humanité. Maxime Da Silva rend gloire aux dockers de Fos-sur-Mer qui bloquent les cargaisons d'armes vers Israël, aux passagers de la flottille de la liberté et à tous les militants qui se battent pour la paix et pour dénoncer le génocide à Gaza. Il exprime ensuite sa colère face aux conséquences désastreuses du budget 2025, abandon des services publics, explosion des factures d'énergie, baisse des aides pour les jeunes et les travailleurs précaires et attaque contre le statut des fonctionnaires. Il accuse Macron d'être un fauteur de troubles et affirme que sa politique est permise par deux suppôts, d'un côté le Rassemblement national et sa dérive raciste, et de l'autre le Parti socialiste qui, selon lui, a trahi le programme du nouveau Front populaire en renouant avec l'ère Hollande. Il s'en prend directement au maire de Rouen qui a annoncé qu'il n'y aurait aucun accord avec la France insoumise au municipal. Maxime Da Silva rétorque que ça tombe bien car ils n'en ont jamais eu l'intention. Il énumère les raisons de ce refus. Pas question de gouverner Rouen en finançant l'école privée, en imposant une ZFE antisociale, en abandonnant des quartiers à la gentrification ou avec une équipe capable de dépenser 5 millions d'euros pour un spectacle alors que des habitants souffrent du logement insalubre. Il annonce donc qu'il y aura bien une liste insoumise aux élections municipales de 2026 à Rouen. Il conclut son propos en décrivant une ville de Rouen insoumise. Insoumise à la ZFE, à l'augmentation des transports, à la pollution de l'usine Lubrizol et insoumise à Israël qui massacre les Palestiniens, critiquant le fait que le drapeau israélien flotte encore sur la mairie. Il salue la lutte des jeunes mineurs isolés qui campent devant la préfecture avant d'exprimer sa fierté d'être un militant de la France insoumise et de passer la parole à Alma Dufour, sous un tonnerre d'applaudissements. Alma Dufour monte sur scène, visiblement touchée par l'accueil. Elle explique que ce meeting coïncide avec une période personnelle particulière et que leur combat commun résonne d'autant plus fort en elle. Elle veut aller plus en profondeur sur les raisons qui nous amènent à la situation actuelle, malgré la conscience collective des problèmes. Elle pose une question rhétorique. Est-ce que vous connaissez un jeu dont les règles changent dès que 1% des joueurs perdent? Elle nomme ce jeu le capitalisme ou l'oligarchie. Elle dénonce la fameuse règle des 3% de déficit public imposée par l'Union européenne, qu'elle présente comme la source de toutes les privations. Ces 3% justifient, selon elle, la fermeture de 5000 classes, l'arrêt du financement de la rénovation énergétique, la baisse des moyens pour l'hôpital public, au point qu'il y a plus de morts dans les couloirs des urgences que d'homicides en France, et même la coupe de 19 millions d'euros dans la recherche contre le cancer des enfants. Puis elle révèle l'absurdité du système. En mars, cette règle des 3% a été magiquement suspendue par Ursula von der Leyen pour augmenter les dépenses d'armement. La conclusion pour elle est simple. Il n'y a pas d'argent magique, sauf pour les 1%. Elle explique ensuite que les banques privées créent l'argent qu'elles prêtent, donnant à ce 1% des capacités de financement illimitées pendant que le reste de la population peine à finir le mois.
Alma Dufour aborde ensuite le thème de l'impunité, affirmant que la France est une zone de non-droit pour les puissants. Elle oppose les 21 condamnations et 10 mises en examen de ministres macronistes qui ne mènent à rien, à la sévérité réservée à la petite délinquance. Elle cite avec ironie la proposition de Gérald Darmanin d'absoudre les délinquants financiers de peine de prison tout en supprimant le sursis pour les autres. Son discours se fait plus grave lorsqu'elle affirme qu'en fonction de la proximité avec cette oligarchie, une vie ne vaut pas la même chose. Elle évoque les victimes de maladies professionnelles, les 94 femmes tuées par leurs compagnons en 2024, les jeunes tués par l'idéologie d'extrême droite, comme Naël, et enfin, les victimes à Gaza, dont la vie, dit-elle, vaut 15 milliards pour ceux qui ont fabriqué et exporté des composants militaires français à l'armée israélienne. Elle explique que pour se libérer de ce système, il faut en voir l'absurdité. Le capitalisme, selon elle, s'attaque à tous ceux qui proposent un autre monde, les écologistes, les défenseurs de la justice sociale, les musulmans. Il cultive le nihilisme, et l'abstention est son assurance-vie. Elle lance un appel vibrant à la participation politique, rappelant que les élections municipales et présidentielles approchent et que jamais une gauche de vrai progrès n'a été aussi proche du pouvoir. Elle enchaîne sur le rôle des médias, parlant de la fabrique du consentement théorisée par Bourdieu. Elle pointe du doigt les milliardaires comme Bolloré ou le nouveau patron de BFM TV qui rachètent des médias non pas pour la rentabilité mais pour le message. Elle dénonce la haine et le mépris déversés sur CNews, BFM ou LCI contre l'équipage de la flottille de la liberté et Rima Hassan, qualifiant cela de purement et simplement de la propagande. Elle cite Malcolm X, « Si vous n'êtes pas vigilant, les médias arriveront à vous faire détester les gens opprimés et à aimer ceux qui les oppriment. » Mais elle affirme que l'écran est déjà crevé. La flottille, les manifestations, les campements de jeunes montrent que le courage et les valeurs ne sont pas morts. Elle termine en fustigeant ceux qui qualifient le peuple de meute, retournant l'insulte. « Si nous sommes une meute, vous êtes des chiens de garde. Et dans les meutes, au moins, nous, on ne donne pas la patte. » Avant de passer la parole à Jean-Luc Mélenchon, elle le remercie et confie une phrase qu'il lui a dite « Je suis juste un pèlerin qui marche avec les gens qu'il croise ». C'est alors au tour de Jean-Luc Mélenchon de monter à la tribune, visiblement ému. Il commence par évoquer ses souvenirs de jeunesse à Rouen, où il fut lycéen. Il parle des générations passées qui ont porté la reconstruction du pays et des doutes qui peuvent parfois survenir, non pas sur la cause, mais sur sa propre force à continuer le combat. Mais il affirme que ce qui les anime tous ce soir, c'est quelque chose de plus grand. Il explique que la mobilisation pour Gaza dépasse la simple indignation. Le Gazaoui, dit-il, est devenu la figure singulière universelle de l'opprimé, celui que les puissants peuvent piétiner en toute impunité. Il insiste sur le fait qu'il n'y a pas de guerre à Gaza, mais un meurtre de masse, un génocide. Il parle aussi de la douleur d'assister au suicide moral des Israéliens, dont le gouvernement, mené par Netanyahou, met en danger tous les Juifs du monde. Il fait le serment que Netanyahou sera jugé et condamné. Il en vient à la flottille de la liberté, ce signal immense parti de gens courageux. Il raconte l'angoisse des heures d'attente, la peur de l'interception, sachant que les gens à bord étaient face à des assaillants capables du pire. Il décrit l'abordage, les mains levées des militants, non pas en signe de lâcheté, mais comme un acte d'offensive politique, un choix radical de la non-violence pour isoler l'agresseur dans son infamie. Il fustige avec une colère froide ceux qui, sur les plateaux télé, ont parlé de « croisière s'amuse ». Il les accuse de réciter des éléments de langage distribués par l'ambassade d'Israël ou d'autres. « Vous êtes des perroquets, des répondeurs automatiques, nous vous méprisons », lance-t-il. Il appelle la jeunesse à se souvenir de leur nom et de leur visage et à ne plus jamais les croire. Mélenchon martèle que l'interception a eu lieu dans les eaux internationales ou palestiniennes et que l'acte relève de la piraterie. Il dénonce l'hypocrisie de ceux qui défendent la liberté de navigation partout sauf là où Netanyahou en décide autrement. Il s'adresse ensuite directement au Premier ministre et au Président de la République, affirmant que la personne de Rima Hassan, députée européenne, est sacrée et que la République, c'est elle, pas vous. Il raconte la détention de Rima Hassan, son refus de signer un papier reconnaissant une infraction qu'elle n'a pas commise et son inscription « Free Palestine » sur le mur de sa cellule. Il loue son courage et sa force et annonce sa grève de la faim. Il précise qu'il ne croira à sa libération que lorsqu'elle sera sur le sol français. Il donne alors des consignes claires, isoler le gouvernement de Netanyahou et ses porte-paroles en France, suspendre les jumelages avec les villes israéliennes et se mobiliser massivement pour la manifestation du samedi suivant.
Il élargit son propos à une critique de l'économie de guerre générale que prépare, selon lui, le capitalisme en panne. Il dénonce la décision de permettre à l'Ukraine de faire des tirs en profondeur en Russie et les 5% du PIB réclamés par Trump pour l'armement, une demande à laquelle l'Union européenne obéit avec un budget de 850 milliards d'euros. Il oppose à cela la vision d'une France puissante par ses services publics, son savoir et sa bifurcation écologique. Pour conclure, il aborde un drame récent, une surveillante poignardée par un élève de 14 ans. Il refuse les réactions politiciennes et parle du mal-être de la jeunesse, des suicides, de la consommation de psychotropes et du manque criant de moyens en pédopsychiatrie. Il lance un appel direct et paternel. « Fils, qu'est-ce que tu fais avec ce couteau ? Jette ce couteau, ne répand pas le malheur qu'il contient sur nous tous. » Il termine en citant Jean Jaurès sur le courage et en entonnant avec toute la salle la Marseillaise. Voilà un meeting intense, où la colère, l'émotion et la stratégie politique se sont mêlés pour dessiner les contours d'un combat à venir. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses. À très bientôt!